Bonjour, cette vidéo constitue un exercice corrigé dont l'objectif est de pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen. Je commence par l'énoncé. Un anneau assimilé à un point matériel M de masse petit m se déplace sans frottement sur une tige horizontale. Le point M est fixé à l'extrémité d'un ressort de constante de raideur K et de longueur à vide L0. L'autre extrémité est fixée à un point O' de l'axe OZ et le point O' effectue un mouvement de translation rectiligne sur l'axe OZ tel que Z de O' égale à 1 demi AT carré où A est une constante positive et T est le temps. Alors voici l'anneau. Il est assimilé à un point matériel M qui se déplace sur une tige horizontale. Cet anneau est fixé à l'extrémité d'un ressort. L'autre extrémité du ressort est fixée au point O' de l'axe OZ. Ce point O' n'est pas un point fixe, mais il est en mouvement de translation, tel que ZO' égale 1 demi A fois T carré, avec A est une constante positive, T est le temps. De plus, la tige tourne autour de l'axe des Z avec une vitesse angulaire oméga. Alors, cette tige, évidemment avec le ressort et l'anneau, tourne autour de l'axe des Z avec la vitesse angulaire oméga. On désigne par R ou JK le repère lié au laboratoire supposé galiléen et par R', O', Euro, UFK le repère lié au mobile. Donc, ce repère, muni de la base IJK, est un repère supposé galiléen. Et le repère O', Euro, UFK, c'est le repère R'. Puisque toute la tige est en train de tourner autour de l'axe des Z, alors ce repère n'est pas fixe et cette base est une base, la base Euro UFK est une base mobile. Passons maintenant aux questions. Le repère R' est-il galiléen? Justifié. Déterminer VRM et ARM, les vecteurs vitesse et accélération du point M dans R'. Déterminer les expressions de toutes les forces appliquées à M dans R'. En appliquant le principe fondamental de la dynamique dans R', déterminer l'équation différentielle que vérifie la longueur du ressort et les composantes de la réaction de la tige sur M. Alors on va répondre si R' est un repère galiléen ou non. Alors, on a R est un repère galiléen. Et on sait très bien que tous les repères faisant une translation uniforme par rapport à un repère galiléen sont aussi des repères galiléens. Mais est-ce que R' est en translation par rapport à R? Non, R' effectue un mouvement de rotation autour du repère galiléen R. Donc, R' n'est pas un repère galiléen. Il est à remarquer ici que, étant un repère fixe, le repère R, ou bien notre repère galiléen, peut être considéré comme un repère absolu, et le repère qui est mobile et qui est dans notre cas non galiléen peut être aussi considéré comme le repère relatif pour le point M. Maintenant, on va déterminer le vecteur vitesse du point M par rapport au repère R'. On sait très bien que le vecteur vitesse d'un point dans un repère n'est autre que la dérivée par rapport au temps du vecteur position et la dérivée s'effectue dans ce repère. Mais quel vecteur position? Alors le vecteur position est déterminé en cherchant l'origine pour ce repère et le point M dont on cherche son vecteur vitesse. Donc c'est la dérivée du vecteur position au prime M par rapport au temps et la dérivée dans R', le vecteur O'M. O'M, il est porté par Euro. Donc le vecteur O'M, c'est la norme de O'M fois Euro. La norme de O'M, on peut la noter ρ comme on peut la noter L, avec L étant la longueur du ressort à un instant T.
Maintenant, on va dériver dans R'. On va dériver dans R', donc on va supposer que R' étant un repère fixe, c'est-à-dire ces vecteurs de base euro, UFI et K sont supposés des vecteurs constants. Donc ici, on va dériver cette quantité tout en laissant dans notre tête comme si euro était un vecteur constant. Donc, la seule variable ici, c'est la longueur du ressort. Ceci veut dire que c'est la dérivée de L par rapport au temps, le tout fois euro. Dérivée de L par rapport au temps, ou bien je vais la noter L point fois euro. Je passe maintenant au vecteur accélération du point M dans le repère R'. Alors, l'accélération du point M dans un repère R' n'est autre que la dérivée seconde par rapport au temps du vecteur position, et cette dérivée s'effectue dans le repère R', ou bien la dérivée première par rapport au temps du vecteur vitesse du point M dans le même repère, et toute la dérivée s'effectue dans R'. Puisqu'on a déjà déterminé le vecteur vitesse du point M dans R', on va utiliser cette expression et on va effectuer cette dérivée. Donc c'est la dérivée de L point euro par rapport au temps, et toute la dérivée s'effectue dans R'. La dérivée s'effectue dans R', ceci veut dire que les vecteurs de base de R' sont supposés des vecteurs constants. Donc euro est supposé un vecteur constant. Ceci veut dire que c'est la dérivée par rapport au temps de L point fois euro. La dérivée de L point par rapport au temps, on va la noter L2 point. Donc c'est L2 point fois euro. On passe maintenant au bilan des forces. Donc il nous demande de déterminer toutes les forces appliquées à M dans R'. Mais faites attention, R' est non galiléen. Lorsque R' est non galiléen, les forces appliquées à M ne sont pas uniquement les forces réelles ou bien les forces extérieures. À part les forces extérieures ou bien les forces réelles, on a d'autres forces qui ne sont autres que les forces d'inertie. Donc on doit tenir compte, à part les forces extérieures, des forces d'inertie. Pourquoi? Parce que le repère R' est non galiléen. Alors, si le repère R' est égalien, les seules forces qui doivent être considérées sont les forces extérieures. Mais puisque R' est non galien, faites attention. Donc, lorsqu'il nous demande le bilan des forces, les forces appliquées à M dans un repère non galien sont les forces extérieures appliquées à M. Lorsqu'on dit forces extérieures, c'est-à-dire les forces réelles telles que poids, réaction, tension et ainsi de suite, les forces usuelles, les forces qu'on connaît. Et à part les forces proprement dites, les forces extérieures appliquées à ce point, on doit tenir compte des forces d'inertie, et qui ne sont autres que forces d'inertie de Coriolis et forces d'inertie d'entraînement. Alors je commence par les forces extérieures appliqué à M. Le point M a une masse petit m et tout corps de masse petit m subit son poids. Vous savez très bien que le poids est une force exercée par la Terre sur tout corps de masse M. Sa direction est la verticale et son sens est toujours orienté du haut vers le bas. Donc le poids P, on peut l'écrire puisqu'il est porté par moins K, donc c'est moins M fois G fois K. Puis, l'anneau est placé sur une tige. On a donc la réaction de la tige. Le mouvement de cet anneau est sans frottement. Faites attention lorsqu'il nous précise qu'un corps se déplace sur un plan ou bien sur une tige et ce mouvement est sans frottement, ceci veut dire que le vecteur réaction n'a pas de composante sur la direction du mouvement. Ici, la direction du mouvement, c'est la tige elle-même qui a la direction de euro. Donc le vecteur réaction n'a pas de composante sur euro, il a des composantes sur le plan perpendiculaire à euro, c'est-à-dire ce plan, le plan UFUK. Donc le vecteur réaction, on peut le représenter ainsi et on peut l'écrire
R égale R phi U phi plus RK fois K pour dire qu'il a deux composantes, une composante sur U phi et une composante sur K, et la composante sur euro égale à 0. Alors, y a-t-il d'autres forces appliquées à l'anneau de masse petit m? Évidemment que oui, puisque l'anneau est fixé à un ressort. La tension du ressort a la même direction que celle du ressort, mais son sens dépend si le ressort est en état de compression ou en état d'allongement. Alors, je vais supposer que dans ce cas, le ressort est en état de compression et par conséquent, la tension T va être dans ce sens. Maintenant, remarquez que T est porté par euro et le vecteur T, on va l'écrire moins K fois L moins L0 fois euro, avec L0, comme a précisé l'énoncé, c'est la longueur du ressort à vide et L est sa longueur à un instant T. Maintenant, comment et pourquoi on a ce signe moins et on écrit T de cette façon, c'est ce que je vais expliquer immédiatement. Avant tout, on doit savoir que la norme du vecteur tension d'un ressort, c'est toujours sa constante de raideur fois la valeur absolue de sa déformation. D'autre part, alors, soit un ressort de longueur à vide L0. Et dans un premier cas, on va supposer que ce ressort effectue un allongement. Il subit donc une déformation et sa longueur devient L. Alors, la différence L moins L0 n'est autre que sa déformation. Et dans ce cas, cette déformation est positive. Pour se mettre maintenant dans cette situation, le vecteur euro doit être représenté de cette façon. Et la tension exercée par le ressort sur le corps va avoir ce sens, puisque le ressort tend toujours à avoir sa forme initiale. Si maintenant on veut écrire le vecteur t en fonction de euro, on peut dire que le vecteur t, puisqu'il est orienté dans le sens inverse à euro, c'est moins la norme du vecteur t fois euro. Mais la norme du vecteur t n'est autre que k fois la valeur absolue de l'allongement ou bien de la déformation. Puisque cette déformation est positive, donc c'est K fois L moins L0. Donc tout le résultat devient moins K fois L moins L0 euro, comme cet exemple. Étudions maintenant l'autre situation, c'est-à-dire l'état de compression. Donc on a toujours le ressort avec sa longueur à vide L0, mais dans cette fois-ci, le ressort subit une compression de sorte que sa longueur devienne L et L moins L0, sa déformation est négative. Et la valeur absolue de L moins L0 n'est autre que L0 moins L. Dans cette situation, le ressort exerce sur le corps une force de tension orientée dans ce sens. Pourquoi? Comme j'arrive de dire, parce que le ressort tend toujours à avoir sa forme initiale. Remarquez maintenant que T et euro sont de même sens, donc le vecteur T peut s'écrire la norme maintenant de T fois euro. La norme de T dans notre cas, c'est K fois la valeur absolue de la déformation, c'est-à-dire fois L0 moins L fois euro. Ou bien, je peux écrire cette expression égale moins K fois L moins L0 euro. Donc, j'ai changé, au lieu d'écrire L0 moins L, j'ai écrit L moins L0. Et on a ici le signe moins fois euro. Donc, remarquez, dans les deux cas, que ce soit compression ou bien allongement, on peut toujours écrire le vecteur t égale moins k fois L moins L0 fois euro, avec euro est orienté dans ce sens. Passons maintenant aux forces d'inertie et commençons par la force d'inertie de Coriolis. Alors on sait très bien que la force d'inertie de Coriolis égale à moins la masse fois l'accélération de Coriolis. Et l'accélération de Coriolis s'écrit lorsque le repère relatif ou bien le repère mobile effectue un mouvement de rotation et ou de translation par rapport au repère absolu, deux fois vitesse angulaire vectorielle vitesse relative du point M.
Je vous rappelle, comme on a précisé au début de cette vidéo, que le repère galiléen R peut jouer le rôle d'un repère absolu et le repère R' joue le rôle d'un repère relatif. La vitesse angulaire s'écrit puisque la rotation s'effectue autour de l'axe z avec une valeur oméga fois k. Et la vitesse relative du point M, ou bien la vitesse du point M par rapport au repère R', on l'a déjà calculé et ce n'est autre que L point fois Euro. Euro UFI K forme une base orthonormée directe, donc K vectoriel Euro donne UFI. Il vient alors que la force d'inertie de Coriolis s'écrit moins 2m oméga L point UFI. Je passe maintenant à la force d'inertie d'entraînement. La force d'inertie d'entraînement égale moins la masse de l'anneau fois son accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement lorsque un repère relatif effectue un mouvement de rotation et ou de translation par rapport à un repère absolu s'écrit toujours de la façon suivante. C'est la dérivée seconde par rapport au temps de OO' dans le repère absolu avec O étant l'origine du repère absolu, O' étant l'origine du repère relatif, plus la dérivée de la vitesse angulaire du repère relatif par rapport au repère absolu par rapport au temps vectoriel, vecteur position relative, plus la vitesse angulaire du repère relatif par rapport au repère absolu vectoriel entre parenthèses, vitesse angulaire du repère relatif par rapport au repère absolu vectoriel, vecteur position relative. Remplaçons chaque terme par son expression. Donc, on sait très bien d'après l'énoncé que OO' n'est autre que 1/2 A fois T carré fois K. La dérivée seconde de ce terme n'est autre que la dérivée première de A fois T fois K. Et la dérivée de A fois T fois K, A étant une constante, n'est autre que A fois K. La vitesse angulaire du repère relatif par rapport au repère absolu, comme on a précisé ici, n'est autre que W fois K, avec W étant une constante. Donc sa dérivée par rapport au temps donne un vecteur nul. Et par conséquent, tout ce terme s'annule. Il reste alors ce terme qui est remplacé par oméga K vectoriel entre parenthèses, oméga K vectoriel L euro. K vectoriel euro donne UFI et K vectoriel UFI c'est moins euro. Il vient alors que l'accélération d'entraînement égale AK moins L oméga 2 euro. Et la force d'inertie d'entraînement s'écrit de cette façon. Appliquons maintenant le principe fondamental de la dynamique dans R' qui est un repère non galiléen. Donc ce principe s'écrit m fois l'accélération du point M par rapport au repère non galiléen égale la somme des forces extérieures appliquées à M plus force d'inertie d'entraînement plus force d'inertie de Coriolis. La somme des forces extérieures, c'est-à-dire poids, tension et réaction, remplaçons maintenant chaque terme par son expression, ce qui va donner cette équation. Donc, un vecteur égale vecteur nul, ceci veut dire que toutes ces composantes sont nulles. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales. On obtient alors les trois équations suivantes. La première composante nulle ou bien la première équation peut s'écrire de la façon suivante qui n'est autre qu'une équation différentielle second degré avec second membre. C'est l'équation différentielle vérifiée par L qui n'est autre que la longueur du ressort. Et ce résultat constitue la réponse de la question petit a. De la deuxième et troisième équation, on peut tirer R' et RK qui s'écrivent de cette façon et qui ne sont autres que les composantes de la réaction de la tige. Et ainsi, on répond à la question petit b et on termine le corrigé de l'exercice. Alors, je m'arrête à ce niveau et à la prochaine. Merci.